doctorat en sciences de l'information et de la communication à l'Université de Bourgogne. Vous êtes spécialiste des usages policiers des technologies de l'information. Vos derniers ouvrages publiés sont Parlons sécurité, en 30 questions, je le conseille, 5,90, c'est pas très cher, c'est rapidement lu et c'est vraiment passionnant à lire pour des gens qui ne sont pas forcément compétents en matière de sécurité. Je vais oser le faire. Ouais, je le fais. Vidéosurveillance ou vidéoprotection, aux éditions Le Muscadier. Le premier, vous le trouverez tout à l'heure au stand du Cadran Lunaire auprès de Jean-Marc Brunier. Ces deux livres très pédagogiques nous apprennent beaucoup tant sur la vidéoprotection que sur la sécurité. Dans vidéosurveillance ou vidéoprotection, vous démontrez le peu d'efficacité des moyens techniques de vidéosurveillance, notamment autour de deux études, une sur Lyon, une sur Saint-Étienne. Mais par contre, un impact indéniable sur l'économie. Progression de 111% entre 1996 et 2006 du chiffre d'affaires des sociétés fabriquant ces caméras, chiffre d'affaires passant de 360 millions d'euros à plus de 750 millions. L'adhésion par contre des populations est elle beaucoup plus importante. 66% des populations interrogées se trouvent rassurées avec les caméras. Vous parlez de fuite technologique en avant et vous retracez l'histoire de l'évolution technologique de la notion de sécurité, depuis le gravage des noms de rues régulièrement interrompus par les citoyens dans les années 1780, et oui, pour éviter d'être repérés dans telle ou telle rue. À la fin du 19e, l'opposition à la photographie judiciaire, et au XXe siècle, dans les années 70, la levée de boucliers concernant le système automatisé pour les fichiers administratifs et le répertoire des individus, Safari, et qui précède la loi informatique et liberté. La sécurité ne trouve-t-elle pas aussi dans les actes de prévention? Vous citez une enquête faite auprès des habitants de Pontoise qui place par ordre d'importance la vidéosurveillance après le renforcement des animations auprès des jeunes, l'augmentation des effectifs d'éducateurs spécialisés ou le travail de la police municipale après 23 heures. Le sénateur maire de Mâcon, UMP, Jean-Patrick Courtois, a rédigé avec Charles Gauthier, sénateur PS, un rapport concernant l'utilisation des vidéosurveillances en 2008, qui aboutit aux conclusions suivantes. Un régime juridique dépassé. Le rapport demandait d'ailleurs à la CNIL de contrôler l'installation de ces systèmes dans les espaces publics à la place des préfets. Vous nous direz tout à l'heure si cela est exécuté. Pour conclure sur ce premier livre, on a le sentiment que ces actions ont un rôle économique majeur dans notre société, les caméras, les sociétés de sécurité, et limité en termes de diminution de délits. Mais qu'en est-il? Dans Parlons sécurité en 30 questions, petit livre très pédagogique, je me répète, vous traitez de la question sécurité. Mais qu'est-ce que la sécurité? Vous nous dites, le mot renvoie tantôt à un état d'esprit, à une situation ou à une organisation. Ainsi donc, être en sécurité n'est pas un état naturel. Il s'agit d'une situation construite. Sécurité et insécurité sont indissociablement liées. Vous déterminez sociologiquement le sentiment d'insécurité et vous vous interrogez sur le rôle des médias dans l'évolution du sentiment d'insécurité. On se souvient tous, encore aujourd'hui, de l'expression de Roger Giquel aux 20h de la première chaîne « La France a peur » pour évoquer l'affaire Patrick Henry. C'était en 1976. Vous constatez la multiplication par 9 en 50 ans de la délinquance d'appropriation, des homicides en forte baisse et les petites agressions en progression. Les ministres de l'Intérieur de ces dernières décennies, depuis Charles Pasqua jusqu'à aujourd'hui Manuel Valls, se sont taillés un rôle important dans les gouvernements successifs. Alors aujourd'hui, Éric Hellman, pourquoi la sécurité est-elle devenue un enjeu de politique majeur? C'est la question de ce soir et je vous laisse la parole. Merci. Je vais peut-être reprendre un premier point avant de répondre à la question directement, notamment de s'interroger sur ce qu'on sait de la sécurité, des questions de sécurité aujourd'hui en France, et ça pose tout de suite la question des statistiques, puisqu'au fond, en matière de sécurité comme en matière d'emploi ou d'éducation, pour en savoir plus sur
le niveau d'emploi en France, on a des institutions qui s'occupent, l'INSEE en particulier, de fournir des données statistiques. Et au fond, tout ce qu'on sait pour l'essentiel de la police, en tout cas au niveau des institutions publiques, repose sur des statistiques. La fameuse statistique policière, on en a encore parlé il y a encore quelques semaines, pour faire le bilan 2013 de l'action de M. Valls. Les médias reprennent ces données, les discutent peu, les étudient pas vraiment. Et donc je vais juste dire d'abord quelques mots sur les outils dont on dispose pour connaître et avoir une idée plus précise des phénomènes d'insécurité, puisque les deux, je le dis, je le répète, effectivement, je vous remercie de l'avoir rappelé, sont étroitement liés. Et ensuite de voir, alors ce qu'il en est à la fois de la sécurité, des questions de la délinquance, et aussi du sentiment d'insécurité, comment on le mesure, qu'est-ce qu'il en est exactement de ce point de vue-là. Pour ensuite parler de ce qu'on appelle, nous, sociologues, sur ces questions du dilemme de la proximité, au fond, comment organiser les forces de l'ordre, les agents de l'ordre par rapport aux problèmes qui ont été identifiés et quantifiés, et de voir si la réponse doit être plutôt une réponse, je dirais, humaine ou technique, sachant effectivement que moi j'ai beaucoup travaillé ces dernières années avec des trois, on n'est pas très nombreux. Malheureusement, ce terrain-là a été déserté par les jeunes chercheurs sur les questions de vidéosurveillance, en note d'attente, mais on peut ajouter la biométrie, on peut rappeler d'autres outils. Alors, pour commencer d'abord, qu'est-ce qu'on a comme outil à notre disposition? Parce que ces points de départ, et j'étais aussi sensible au mot d'introduction du président de la MJC qui rappelait que vous êtes là pour essayer d'introduire un peu de raison dans toutes ces questions. Moi, je partage tout à fait ça. Quand je prends position publiquement, quand j'essaie d'apporter ou de participer à des débats publics, moi j'espère en tant qu'universitaire, je ne suis pas là pour polémiquer, j'ai mes opinions, mais à la limite elles ne regardent que moi, ce n'est pas le lieu pour les partager. J'essaye, pour ma part modeste, d'apporter un peu de raison, des données fiables, des enquêtes fiables sur lesquelles on puisse s'appuyer pour participer à un débat sur ces questions. Alors, quels sont les éléments dont on dispose, chiffrés, pour avoir une idée de ce que sont l'état de l'insécurité, de la délinquance en France? Ce sont fondamentalement aujourd'hui des statistiques policières. Pendant un temps, ça a été des statistiques judiciaires, et vers le tournant, donc au fond, lorsqu'on parle de chiffres de l'insécurité, jusqu'aux années 1980, les données dont on dispose sont exclusivement produites par le ministère de la Justice, et on recense les affaires instruites par les magistrats ou les affaires qui ont été jugées par les magistrats. Et courant des années 80, il y a un basculement, on considère que ces données sont plus suffisantes pour comprendre ce qui se passe dans ce pays, ici comme ailleurs d'ailleurs, et on fait plutôt confiance à l'appareil policier pour, alors quand je dis police, c'est police nationale et gendarmerie, je ne distingue pas les deux, ce sont les forces de l'ordre public national, donc police nationale et gendarmerie, pour essayer d'établir une statistique policière, et qui repose essentiellement sur le relevé systématique d'une centaine d'infractions, 107 je crois exactement, qui sont regroupées dans 4 catégories. La première, je vous dis ça parce que ça me paraît important, c'est ce qu'on appelle dans le jargon les AVIP, donc les atteintes volontaires à l'intégrité physique des personnes. Au fond, c'est les atteintes aux personnes. Première catégorie. La deuxième, les atteintes aux biens. Troisième catégorie, grande famille. Troisième grande catégorie, tout ce qui touche à la délinquance financière, économique, l'escroquerie, etc. Et puis la dernière, qu'on oublie un peu, et qui va rapidement poser des problèmes, c'est ce qu'on appelle les IRAS. Au fond, ce sont les infractions qui sont révélées par les agents de l'ordre eux-mêmes. Au fond, il y a 2 grandes façons de nourrir les statistiques policières. Soit ce sont les citoyens victimes d'une infraction, victimes d'une violence ou d'un vol, etc., qui vont déposer plainte. On va enregistrer ce sont des faits qui sont constatés par les forces de l'ordre. Soit c'est la police elle-même qui prend l'initiative. Par exemple, on en a beaucoup parlé lors du précédent quinquennat, de la police des étrangers. Au fond, la police prend l'initiative de contrôler des populations étrangères, des individus, contrôler les papiers. S'ils n'ont pas les papiers en règle, ils sont arrêtés et éventuellement reconduits à la frontière. Pareil pour tout ce qui est le trafic de stupéfiants. Pour l'essentiel, ce ne sont pas les particuliers qui posent plainte, ce sont les policiers qui prennent l'initiative de se balader dans les rues, dans les squats, dans les parcs, et d'arrêter éventuellement les dealers, etc., etc. Donc au fond, on voit bien là déjà, lorsqu'on regarde comment est construite la statistique policière, que ça repose à la fois sur des données qui sont apportées par les victimes elles-mêmes, mais aussi par l'action policière.
Alors déjà, premier problème, et on le voit bien que lorsqu'on a un gouvernement qui a comme mot d'ordre de faire une politique du chiffre, eh bien les IRAS vont augmenter. Je veux dire, enfin, si on dit mettez le paquet sur l'arrestation de personnes qui seraient en situation régulière, et automatiquement la police qui est aux ordres du gouvernement, enfin si on a une administration, j'y reviendrai, centralisée, si le ministère donne ça comme consigne, on va voir mécaniquement, puisque au fond les instructions sont suivies, je peux vous le garantir, et bien on va avoir mécaniquement une hausse des chiffres de délinquance. Mais qui ne correspond pas nécessairement à une hausse de la délinquance en tant que telle. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus d'étrangers en situation régulière. Ça veut dire qu'il y a plus de consommation de shit ou autre dans les parcs ou dans les jardins publics. C'est-à-dire simplement, la police fait un focus, apporte une attention particulière sur ce type de déviance, pour faire court, et bien mécaniquement, les statistiques partent à la hausse. De la même façon, lorsqu'on s'intéresse par exemple aux plaintes qui sont déposées, et j'en parlais tout à l'heure avec ma voisine, lorsqu'il y a une campagne d'information extrêmement utile, je ne critique pas le principe de la campagne, mais on dit qu'il faut absolument faire quelque chose pour les violences faites aux femmes, par exemple, et qu'il y a des campagnes d'information qui sont lancées, qui sont financées à juste titre sur ce sujet, eh bien, si ça fonctionne bien, et ça a plutôt bien fonctionné ces dernières années, mécaniquement, il y a plus de femmes victimes de viol ou de violences conjugales ou intraconjugales qui vont porter à la connaissance des forces de l'ordre ces violences, et mécaniquement, les statistiques vont partir à la hausse. Mais pour autant, il n'y a pas nécessairement plus de violences conjugales, ou moins d'ailleurs. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que les statistiques policières nous renseignent sur les mouvements aussi d'information, les campagnes d'information. Alors, si je prends l'exemple, par exemple, des violences faites aux femmes, on avait constaté en corrélation, en liaison avec ces campagnes d'information, une hausse de 30%. 30%. Vous dites, tiens, tout d'un coup, il y a un phénomène important de violence entre 2004 et 2007, mais ça renvoie, non, il n'y a pas eu, enfin, là on pourrait en discuter, mais manifestement il n'y a pas eu plus de violences policières, de violences intraconjugales de 30%, simplement il y a un effort d'information qui a été fait, et ça s'est traduit mécaniquement par une hausse des statistiques. Vous voyez bien la difficulté qu'on peut avoir quand on est sociologue à comprendre qu'est-ce qui joue, qu'est-ce qui se joue réellement. Et de fait, c'est bien parce que ces statistiques policières ne disent pas tout, que d'ailleurs les sociologues ont développé d'autres outils, qu'on appelle les enquêtes de victimation. Au fond, on va voir directement auprès des populations. Je pense notamment à une enquête qui est faite maintenant depuis une dizaine d'années, tous les 2 ans dans la région Île-de-France. On va interroger, alors, l'enquête la plus importante à mon sens, qui est menée par l'Institut un institut qui est adossé à la région Île-de-France, 10 000 personnes interrogées tous les 2 ans, et on va leur demander concrètement, avez-vous été victime d'une violence, d'une agression, etc., etc. Et concernant les violences faites aux femmes, ce sont 400 000 femmes qui ont répondu. 400 000, par projection, on considère qu'il y a 400 000 femmes qui sont victimes de violences intraconjugales, alors que statistiquement, sur le plan strictement des données policières, il y a eu, je regarde mes notes, 47 000 faits recensés. 47 000, 400 000. On voit bien que l'écart peut être tout à fait considérable. Autre difficulté, toutes ces petites violences du quotidien, enfin violences ou agressions verbales, injures et autres, pour lesquelles on ne va pas déposer plainte nécessairement. Enfin, ce qu'on a appelé parfois dans le jargon des incivilités. Moi j'ai travaillé il n'y a pas très longtemps dans une petite commune proche de Dijon, et j'avais étudié systématiquement les faits rapportés par la police municipale. Et la police municipale, on ne va pas y déposer plainte devant la police municipale. Eh bien, les faits les faits mineurs, mais en gros qui pourrissaient la vie au quotidien des habitants, c'était des vols de poubelles, des adolescents qui roulent en sens interdit alors que des mamans sont avec leurs poussettes avec des enfants, c'est des bris de vitres d'école qui sont caillassées, et puis voilà, les gens ne portent pas plainte, mais s'en plaignent beaucoup, et dans les réunions publiques de quartier où ces faits sont rapportés, j'ai assisté à 3 réunions publiques organisées par le maire, PS de la ville, eh bien ce sont des faits qui reviennent souvent dans le débat public, parce qu'ils, je simplifie un peu, pourrissent vraiment la vie au quotidien des personnes, mais ce sont des données qui ne sont pas du tout portées à la connaissance des policiers. Et donc là encore, on peut avoir un grand écart assez important entre la délinquance connue des services publics et la délinquance vécue par les personnes.
D'où la difficulté de comprendre et d'analyser, de mesurer l'ampleur des phénomènes qui sont visés par ces questions de sécurité. Je prends encore juste un exemple que j'avais noté sur le viol, par exemple. C'est le viol et le crime statistiquement est le plus important jugé devant les cours d'assises. Enfin, une affaire sur deux en France en 2007 ou 2008. Il y a eu près de 1800 affaires de viol qui ont été jugées en cours d'assises, ce qui est oui, à peu près 50% des affaires jugées. Et bien on sait que par ailleurs, seuls 5% des victimes portent plainte. 5%. Donc là encore, grâce aux enquêtes de victimation, on sait que là encore, ce chiffre ne dit pas grand-chose de la réalité des violences faites aux femmes, subies par les femmes, que ce soit viol ou violence intraconjugale. Donc voilà, une première difficulté pour l'universitaire, pour le sociologue, c'est de savoir mais sur quoi on se base pour comprendre ce qui joue, enfin, et l'ampleur des phénomènes. Et on voit bien aussi que si la statistique policière, et ça serait juste un dernier mot sur ce point, si la statistique policière nous renseigne en partie sur la réalité des phénomènes d'insécurité, elle peut toutefois le faire assez finement. Parce que c'est quand même une centaine de délits différents qui sont référencés. Et là encore, lorsqu'on m'interroge souvent sur l'impact de la vidéosurveillance sur la prévention de la délinquance ou sur des questions d'élucidation, c'est pas tout noir et tout blanc. Je ne suis pas ceux qui vont dire ça ne marche pas, ou comme d'autres dire ça marche, en rapportant quelques anecdotes. Quand on regarde dans le détail les choses, on voit que la vidéosurveillance, depuis maintenant une petite dizaine d'années, a des effets très différenciés selon le type de délit. Je prends souvent le même exemple, mais je l'aime bien. Quand quelqu'un, je pense au Mans, par exemple, on l'avait interpellé au Mans, dans une réunion publique, on me rapportait, des caméras avaient été installées dans une rue où il y avait beaucoup de bars, de pubs, de fréquentés le week-end par des jeunes, etc. Et on me disait, mais c'est curieux quand même, on a mis des caméras et là, les bagarres ne diminuent pas. Hein, tous les troubles, ça correspond à une catégorie, hein, là encore, statistique, tous les troubles à l'ordre public ne sont pas en baisse. Ok, mais pourquoi? J'ai dit, écoutez, quand un type a 2 grammes d'alcool dans le sang, ou à 1008, ce que vous voulez, et que son honneur est en jeu, eh bien, j'imagine que qu'il y ait des caméras ou pas, s'il a envie de se cogner, il va cogner. Donc, et ça, j'aurais pu vous le dire déjà avant d'avoir mis des caméras dans la rue en question, peu importe la ville et peu importe le nom d'ailleurs. Alors que, par contre, on peut observer qu'il y a des effets parfois rarement durables, significatifs dans d'autres contextes pour d'autres types de délits. Donc là encore, quand on parle de sécurité ou de délinquance, je crois qu'il faut déjà, première chose, évitons de prendre ça comme un phénomène massif, hein, on met tout dans tout. Il y a des choses très différentes qui sont vécues différemment par les populations, par les citoyens d'une ville, par les habitants d'un village, et on ne peut pas mettre tout dans tout. Et grâce, là, c'est quand même un avantage de la statistique policière, même si elle est incomplète, même si elle ne reflète pas la réalité des faits qui sont rapportés, on peut avoir une connaissance tout de même assez fine, et ça heureusement, sur les phénomènes. Alors, si je devais résumer, donc vous l'avez d'ailleurs rappelé, au fond sur la longue durée, depuis à peu près un demi-siècle, de 1950 jusqu'à aujourd'hui, quels sont les trois grands enseignements qu'on peut tirer de cette statistique policière? La première, c'est qu'effectivement, c'est la délinquance d'appropriation qui est en hausse, et en hausse constante. On n'a pas attendu Valls, soit supposer une action dans le domaine, pour voir les cambriolages partir à la hausse. C'est là où la police réussit le moins bien. Cambriolages et vols sont en hausse, ont été multipliés par 9 en l'espace de 50 ans, et parallèlement, le taux d'élucidation a baissé. Il était de 40% dans les années 50, il est à peine aujourd'hui de 10%. Alors, selon les ministères, ça passe à 10,7%, alors on est tout content, à 12%, mais quand on regarde sur la longue durée, alors il y a sans doute aussi des différences selon les villes, etc., mais globalement, sur la longue durée, cette délinquance d'appropriation est en hausse, et la police a toutes les peines à faire. La police, là encore, je dis police nationale et gendarmerie, je les mêle, enfin, la police au sens générique du terme, et de fait, donc la police a toutes les peines à lutter contre cette délinquance d'appropriation. La deuxième grande tendance sur le plan statistique, en tout cas sur la longue durée, c'est, alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ou le sentiment qu'on peut, j'y viendrai sur le sentiment d'insécurité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est les homicides, les violences les plus graves, les crimes sont en baisse. Alors je ne dis pas constante depuis 50 ans, il y a eu une hausse
mais elle est sans doute liée statistiquement au fait que la population française, elle aussi, a augmenté. Donc là encore, il faut savoir mettre en parallèle. Là, on n'est plus 40 millions d'habitants, nous sommes près de 60 millions aujourd'hui. Donc là encore, comparer les chiffres d'il y a 50 ans avec ceux d'aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup de sens. Donc à chiffre constant, les homicides sont en forte baisse, enfin en baisse constante depuis maintenant une trentaine d'années. Par contre, et c'est ça qui est sans doute ressenti assez fortement par la population, ce qu'on a appelé les petites agressions, voire les incivilités, sont en hausse constante, régulière, depuis les années 1990, et des incivilités, notamment, alors qu'on a du mal à appréhender, parce que souvent il n'y a pas de plainte, je l'ai dit, les injures, le racket à l'école. On constate, là c'est les enquêtes de victimation qui me permettent d'éclairer ce phénomène, les victimes en sont souvent des jeunes, les femmes plus que les hommes, et les auteurs, c'est le paradoxe, et les auteurs en sont aussi les jeunes. C'est les jeunes qui s'attaquent aux jeunes, aux plus jeunes populations, qui sont les plus fragiles. Voilà pour les trois grandes tendances. Alors après, on peut avoir des soubresauts année par année, et c'est là qu'on va marteler et qu'on va soit encourager, soit soutenir tel ou tel gouvernement. Mais au-delà des soubresauts de la statistique, année par année, sur la longue durée, voilà les trois grandes tendances qu'on peut constater. Alors concernant le sentiment d'insécurité, là encore, nous on a pris l'habitude, nous sociologues, nous qui essayons de mettre un peu de raison dans tout ça, de distinguer deux choses et de ne pas les confondre. Au fond, il y a d'une part ce qu'on a appelé la préoccupation sécuritaire. Au fond, on interroge dans les enquêtes d'opinion, en particulier, le sentiment que... On interroge la population sur le sentiment d'insécurité, mais sans que ça renvoie nécessairement à une situation, une expérience vécue. Pensez-vous vivre aujourd'hui dans une société plus sécure qu'elle ne l'était il y a 20 ou 30 ans, etc. Et donc une expérience un sentiment qui ne renvoie pas qui n'est pas nourri par une expérience vécue. Alors là, ce qui est clair, c'est que ce sentiment de cette préoccupation sécuritaire est monté en puissance, a augmenté années 90, fin 80, 90 jusqu'au début des années 2000. Au fond, la date peut-être clé, le tournant clé, c'est 2002. Je prends cette date-là parce que vous en souvenez sans doute, c'est la défaite de Jospin au présidentiel. La défaite, la défaite, il ne passe pas au second tour, c'est une défaite. Pour ceux qui sont ses soutiens, peut-être pas pour l'UMP à l'époque. En tout cas, là, il y a pendant une vingtaine d'années, effectivement, une préoccupation sécuritaire extrêmement forte et qui, par rapport à d'autres préoccupations, l'emploi, la santé, etc., vient en tête de tous les sondages. Donc on a vécu, ça commence avec Jiquel, la France a peur, et ça se termine, ça s'atténue depuis maintenant, je viens tout de suite depuis une dizaine d'années, où là aujourd'hui, alors je regarde mes notes, la hausse était forte hausse pendant une vingtaine d'années de cette préoccupation sécuritaire, et puis une baisse continue depuis 2000, la dernière enquête de victimation qui a été menée à Paris, donc c'est la fameuse enquête là, qui prend un échantillon vraiment considérable. 10 000, c'est énorme. Un sondage d'opinion, c'est 900 000 personnes sondées. L'enquête de victimation menée par les collègues de l'Institut de l'Agence d'urbanisme de Paris rappelle qu'on est passé de 40% à moins de 10% aujourd'hui. Et la préoccupation prioritaire, c'est l'emploi, c'est le travail, c'est au fond, je dirais, l'insécurité sociale, beaucoup plus que l'insécurité, je dirais, des personnes par rapport aux violences et autres. Ce qui est intéressant toutefois encore de noter, c'est que concernant cette préoccupation sécuritaire, elle est surtout présente chez les personnes les plus âgées, qui habitent les villes, et les femmes plus que les hommes. Là encore, je vous apprends peut-être rien, mais ça me paraît assez classique comme information. Et on retrouve ça d'ailleurs, parce que j'avais essayé aussi de faire la synthèse de toutes les enquêtes qui ont été menées d'opinion sur les caméras de surveillance. Est-ce que vous voulez des caméras? Vous sentez-vous plus en sécurité avec des caméras? Et là, alors c'est vrai que généralement, les chiffres qu'on rapporte, je les ai sous les yeux, sont deux enquêtes qui ont été menées en 2000. Je vérifie, je ne vais pas dire c'est 2007 ou... Oui, c'est ça, 2007-2008, à un moment où
Donc la droite est aux affaires, et on commence à voir cette idée de ce grand plan de triplement des caméras dans la ville, et donc on s'inquiète au gouvernement sur l'impression que le sentiment que les gens vont ou pas soutenir ce projet d'implantation assez massive de caméras sur la voie publique. Et de la même façon, quelques mois plus tard, début 2008, la CNIL, donc la Commission Informatique et Liberté, fait une même enquête, et les deux, alors que la commande vient dans un cas du ministre de l'Intérieur, dans l'autre de la CNIL, donc ne sont pas tout à fait sur le même ne faut pas les soupçonner de collusion, c'est ça que je veux dire. Eh bien, les deux enquêtes montrent qu'il y a un soutien massif, en tout cas, je vais dire en apparence, d'un premier temps. Si on regarde dans le détail, j'y viens tout de suite, on voit que c'est un peu plus nuancé. De 2 Français sur 3, on est à 70, 75%, voire 80% de la population semble être, à première vue, pour l'équipement, l'implantation de caméras massivement dans les rues des villes. Et quand on regarde dans le détail l'une des enquêtes, et quand on regarde les autres enquêtes, on se rend compte que les choses sont déjà beaucoup plus nuancées. D'une part, on se rend compte que les Français ou les Françaises questionnées ne disent pas la même chose selon les lieux qui seraient équipés de caméras. Massivement, les gens disent oui, à 80%, même plus que 70%, 80%, notamment de la région parisienne, disent oui, il faut des caméras dans les transports publics. Mais dès qu'on est dans la ville, dans les rues, sur la voie publique, ça baisse à 60 voire 50% de soutien. Et il y a des vrais clivages selon l'âge. Les jeunes sont contre, majoritairement. Les plus âgés sont pour. Donc il y a des vrais clivages selon les lieux, vidéosurveillés, des vrais clivages selon l'âge, et des vrais clivages politiques. Au fond, dans la dernière enquête qui a été menée en 2010, peu de temps avant l'élection régionale en région de France, on voit que, alors je simplifie un peu, mais 50% des gens sont pour les caméras dans les transports en commun, à gauche, et plus qu'à 20% dans les rues. Donc cette sensibilité peut-être à des questions de vie privée est plus prégnante dans ce camp-là, je simplifie un peu. On pourrait nuancer parce qu'à gauche, il y a tous les candidats tous les sympathisants sont interrogés, ça va du PS jusqu'au Vert et l'extrême, la gauche dite extrême. Donc massivement, très nettement, il y a aussi des clivages politiques. Et dans les rues, ça va jusqu'à 84% plutôt à droite et moins de 50% plutôt à gauche. Donc là encore, je veux dire que les statistiques, les sondages d'opinion, il faut les manipuler avec beaucoup d'attention. Globalement, on a dit oui, il y a un soutien massif aux caméras. En réalité, lorsqu'on interroge les gens, qu'on fait attention à leur âge, leurs opinions politiques et la situation des caméras, on a des vraies différences. Et enfin, et malheureusement, les sondages ont été très peu l'ont fait, lorsqu'on demande aux gens, mais au fond, si vous aviez le choix entre, parce que dans tous les sondages jusque-là, la question qui est posée, c'est caméra ou pas de caméra. Au fond, c'est tout, c'est à prendre ou à laisser. Mais quand on demande aux gens, dans les détails, là encore, vous préférez quoi, éventuellement, si vous avez le choix? Alors là, il y a une liste, alors plus ou moins longue, selon les enquêtes. Un collègue avait fait ça en Suisse, dans une petite ville, et quand on met les caméras, l'éclairage public, les agents, les médiateurs de rue, etc., les caméras viennent en dernier. Quand on demande aux gens à qui faites-vous confiance pour essayer de remettre de la sécurité dans les villes, eh bien, on se rend compte que finalement, les caméras ne sont pas appelées en premier, sauf que ce n'est pas le choix politique, malheureusement, qui est fait dans la plupart des mairies en France aujourd'hui. Je pourrais y revenir si vous le voulez. Donc voilà on voit bien que lorsqu'on veut sonder l'opinion et interroger le sentiment d'insécurité, il faut manipuler tout ça avec beaucoup de prudence. Et en tout cas, plus on ira près dans le détail, en prenant en compte l'âge, la situation des gens, la situation géographique, les opinions politiques, le genre, le sexe, femme ou homme, on a des réponses beaucoup plus nuancées qu'on l'imagine habituellement. Donc ça n'est plus aujourd'hui, moi je suis intimement convaincu que, c'est une conviction, mais j'ai des chiffres pour le montrer, que l'adhésion massive aux caméras telle qu'on l'a vendue il y a une dizaine d'années n'est plus ce qu'elle est aujourd'hui. Et que les gens se rendent bien compte, j'ai un chiffre, je vous le donne parce que je l'avais noté, la Cour des comptes, là encore, quand on a choisi entre des caméras ou des hommes, je donne juste un chiffre. En 2011, la Cour des comptes a publié un rapport. La Cour des comptes ne peut pas la soupçonner de trafic de données autres. La Cour des comptes en 2011 a rendu un rapport sur la politique de sécurité, sur les 5 dernières années, 2007 jusqu'à 2011. Et elle avait évalué le coût
des dépenses de fonctionnement supplémentaires générées par la présence de caméras dans les villes, parce que le coût, une fois qu'on est aidé par l'État sur l'investissement, reste le fonctionnement. Il faut quand même payer les salaires pour les opérateurs, parce que mettre des caméras en disant on va surveiller la ville 24 heures sur 24, du matin du petit matin jusqu'au soir, avec les RTT, les 35 heures, il faut du personnel derrière tout ce matériel. Or, le coût a été évalué par la Cour des comptes à 300 millions d'euros par an supplémentaires sur les dépenses de fonctionnement. Or, avec cet argent, avec ces 300 millions d'euros par an, la Cour des comptes avait estimé qu'on pouvait embaucher 6500 policiers municipaux. Donc la question peut se poser. De quoi a-t-on besoin dans une ville? Le chiffre me paraît assez parlant pour que je le rappelle. Alors par rapport à l'État, par rapport aux connaissances qu'on a, sur l'insécurité, voilà, j'essaie de résumer, ce qu'on sait de la délinquance en France aujourd'hui, comment on produit du chiffre et les limites de ces statistiques. Quelles sont les réponses qu'on peut apporter? Alors, je dirais, pour résumer, de droite comme de gauche, la réponse elle est soit, pour l'instant, elle a été plutôt technique, et effectivement que par rapport à toutes ces, donc j'ai un peu anticipé, mais par rapport à toutes ces difficultés, la réponse d'abord a été technologique, c'est-à-dire au fond, et ça a été les caméras. Il y a des caméras qui sont pensées comme des machines à tout faire. J'y reviens et je vous montrerai que ce n'est pas le cas. Elles ne savent pas tout faire. Aussi, c'est peut-être une banalité de le dire, mais au fond, les machines sont bêtes de ce point de vue-là. Ou alors, on aurait pu apporter une autre approche qui irait plus à l'institution, à l'organisation des forces de l'ordre et au travail policier. Alors, je commence par ça, parce que c'est la voie qu'on n'a pas suivie. Mais quand même pour vous dire que lorsqu'on regarde ce qui s'est fait à l'étranger, la voie aurait pu, en tout cas, pourrait être envisagée. Alors Emmanuel Valls n'a pas touché à ça, ça c'est clair, il n'y a pas eu de changement de ce point de vue-là. Alors je donne juste quelques chiffres encore. La police nationale, comment elle est organisée, comment elle est structurée. L'ordre public, ça relève d'abord de la police nationale. Je vais mes données, ce sont 140 000 fonctionnaires de police nationale. 145 exactement. La gendarmerie, 96 000. Donc à eux deux, c'est 240 000 agents de l'ordre. Les polices privées, parce qu'elles existent, on aurait tort de les oublier, donc tout ce qui relève du gardiennage, vous envoyez des agents de l'ordre privé. Vous entrez dans un supermarché, il y a des gens à l'entrée, il y a des gardiens de nuit, il y a des transports de fonds qui sont désormais assurés intégralement par des agents privés de sécurité, des agences privées. Ça représente 165 000 agents privés. Et donc, si je mets de côté la gendarmerie, il y a plus d'agents privés de sécurité aujourd'hui en France qu'il y a de fonctionnaires de la police nationale. Et si j'y ajoute les polices municipales, alors elles sont en hausse de 10% depuis une dizaine d'années. On atteint 28 000, c'est le chiffre que j'avais en 2010. Je pense qu'on avait dépassé les 30 000 l'an dernier. On a 30 000 agents de police municipale qui sont embauchés par les villes. Sachant que les 4 régions qui les emploient le plus, c'est la Grande-France, Rhône-Alpes, Côte d'Azur et Languedoc-Roussillon. Au fond, là, les polices municipales ont surtout fait leur apparition en nombre, massivement. Même, je pense à Cannes en particulier, même Nice, il y a plus d'agents de police municipale qu'il y a d'agents de la police nationale à 10 unités près, actuellement à Cannes et à Nice. Donc ce sont quand même des choix politiques, c'est-à-dire de mettre des agents de police municipale ou des agents de la police nationale. Alors, je dis ça parce que il y a, si je dis qu'il y a pire, c'est déjà un jugement de valeur. Au fond, d'abord, donc 2-3 choses qu'il faut savoir sur le terrain de l'organisation. Donc nous, on a une police publique centralisée, mais ça n'a pas toujours été le cas. Police nationale, c'est une chose. Tout ce qui était l'ordre de la police urbaine, pendant toute la troisième, jusqu'à la veille de la Seconde Guerre, les polices municipales ont été nationalisées par Vichy. La libération, rien n'a changé. Et pendant très longtemps, la police nationale, un peu comme sur le modèle allemand, s'occupait de ce qui était la police dite
de renseignement, de souveraineté, l'ex-DST, renseignements généraux, etc., police des frontières. Il y avait la police criminelle, le BKA en Allemagne, c'est une affaire nationale, mais la police de proximité, la police au quotidien, la police de tous les jours, ça a été pendant très longtemps, pendant près d'un siècle, une affaire de police municipale. Et c'était le maire qui avait autorité sur ces agents de police municipale. Donc la figure un peu, je dirais un peu... c'est le garde champêtre en quelque sorte. C'était ça. Cette police de proximité, fondamentalement, elle naît avec le garde champêtre. Or, ces polices municipales ont été nationalisées. C'est un choix politique. Or, aujourd'hui, beaucoup de mes collègues, moi j'en suis, pensent qu'on devrait peut-être redéfinir le rôle des polices municipales d'une part, mais surtout la police nationale dans sa dimension urbaine. Est-ce qu'il est vraiment judicieux, lorsqu'on voit la disparité des questions qui sont posées selon les villes de taille moyenne, les grandes villes, etc., est-ce que ça relève vraiment d'instructions, je dirais, ministérielles? Est-ce que c'est Paris qui doit décider de la façon dont on doit gérer la police au quotidien? Ou est-ce qu'on ne pourrait pas repenser les choses et les confier vraiment à une autre autorité? Alors je ne dis pas que c'est le maire nécessairement qui est le mieux placé, mais peut-être à l'échelle régionale éventuellement. Je prends l'exemple des Pays-Bas. La police nationale a supprimé la police. Les Pays-Bas, pardon, ont supprimé la police nationale. La police aux Pays-Bas se gère au niveau des régions. Quand on prend l'exemple, alors il y a de tout. Il y a aussi aux États-Unis, en Australie, au Canada, les polices privées sont 2 fois supérieures en nombre que les polices publiques. Mais je veux dire qu'il y a toute une gamme, alors pour des raisons politiques, idéologiques sans doute, bien sûr, très clairement, qui disent c'est comme ça que ça se fait. Mais en France, on n'a pas toujours eu une police centralisée, comme on la connaît notamment pour la police au quotidien, enfin cette police urbaine que vous connaissez, enfin les policiers en uniforme. Et là, je pense qu'à l'exemple d'autres pays européens en particulier, on pourrait sans doute disposer là d'un levier extrêmement fort pour remettre de la proximité dans la gestion des affaires de sécurité au quotidien. Alors que la police criminelle reste une affaire de police spécialisée, technique, très avancée, bien formée, très bien, comme le BK en Allemagne, mais que la police au quotidien soit gérée via des directions départementales, etc., de police urbaine, par le ministre de l'Intérieur, ça reste, à mon avis, une question qui mériterait d'être posée, qui n'a pas été posée. Mais de la même façon, on a beaucoup ironisé, alors c'est bien qu'il y a une très forte tension entre police et justice, mais là encore aux Pays-Bas, je prends cet exemple, c'est en Scandinavie, Suède, Norvège et Danemark, la police est placée sous l'autorité de la justice, du ministère de la Justice, du garde des Sceaux. Ça a été évoqué à un moment donné dans le... Je ne sais pas si vous connaissez ce petit bouquin de Jean-Jacques Corveos, qui est un peu qui est un élu de Bretagne, qui connaît très bien, qui est un enseignant par ailleurs à l'université, c'est enseignant en droit, qui est un des conseillers, donc on parle beaucoup d'Alain Boer, mais heureusement il n'est pas le seul, il y a quand même des conseillers très au point sur ces questions de sécurité en France. Jean-Jacques Corveos, dans le petit bouquin qu'il a publié avant les élections présidentielles, défendait l'idée que la police nationale devait basculer sous l'autorité de la justice. Et c'est, alors tout le monde qui dorfrait, machin, c'est pas possible, la police sous les ordres de la justice. Mais enfin bon, quand on regarde ce qui se passe dans le pays, c'est pas tout à fait une aberration. La question mériterait là encore d'être posée. La question et les problèmes que ça soulève, c'est évident. Enfin, sous quelle autorité? Si on repense la structure des polices publiques en France, je ne dis pas que c'est le maire qui devrait avoir la main, mais en tout cas, on pourrait bien voir comment, sur le plan politique, on pourrait faire redescendre ce qui concerne la police au quotidien d'un cran pour la donner à des élus, à des élus qui sont plus proches des réalités du terrain que ne le sont les ministres qui se sont succédés à droite comme à gauche depuis quelque temps. Donc c'est une des questions importantes, à mon avis, des années à venir, c'est comment rapprocher les acteurs de la sécurité de la population locale. Ça me paraît être une des questions majeures des années qui viennent. Je ne crois pas que Valls la prendra à bras-le-corps. Peut-être qu'il faut encore attendre pour que les choses soient un peu plus mûres dans les esprits, mais ça me paraît être une question importante. Et donc, de fait, la réponse qu'on a apportée, donc j'ai plus que 5 minutes, ça va être un peu court, j'étais bavard, la réponse qu'on a apportée à cette question de la proximité, cette question de l'insécurité au quotidien, ça a été des machineries, c'est-à-dire c'est des caméras de surveillance. Malheureusement, la réponse qu'on a apportée en France depuis maintenant quasiment une dizaine d'années, ça a été mettre des caméras. Alors pour moi, c'est une vraie... Dans son principe, c'est une aberration.
C'est-à-dire que si on pense régler des questions de police au quotidien par des caméras, au fond, ça rend encore plus invisible l'action des hommes. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on va vers de grandes désillusions. Déjà, je peux vous apporter des éléments chiffrés qui montrent que les caméras ne sont pas au rendez-vous. C'est loin d'être une machine à tout faire, régler tous les problèmes comme on l'a essayé de nous le vendre depuis maintenant, 2005, on est depuis quasiment 10 ans, à droite comme à gauche, parce que les enquêtes, par exemple, les plus récentes ont été faites, là encore, par la Cour régionale, la Chambre régionale des comptes en Rhône-Alpes, donc a pris comme objet d'étude Lyon, et les enquêtes qui ont été les chiffres, donc là encore, ce n'est pas des universitaires gauchistes qui ont avancé ces chiffres, donc des gens très sérieux qui ont étudié la statistique policière et qui ont montré que sur le terrain de la prévention, les délits, la délinquance de rue n'a pas diminué, les caméras n'ont pas de vertu préventive, quasiment pour aucun type de délinquance, en tout cas pas les troubles à l'ordre public, ce que je disais, les mecs imbibés d'alcool, ben non, les viols, il n'y en a pas moins, donc tout ce qui est atteinte aux personnes, les crimes, les délits d'agression n'ont pas diminué dans les villes équipées de caméras. Il n'y a pas de ce point de vue-là, les vertus préventives des caméras ne sont pas du tout établies par les chercheurs, loin de là. Donc, atteinte aux personnes, pas d'évolution. Concernant les atteintes aux biens, eh bien, on voit que ça a des résultats uniquement dans des espaces clos, c'est-à-dire en gros, si je simplifie, les parkings. Donc oui, on a constaté que lorsqu'on équipe des parkings de caméras, il y a moins de vols de voitures et de vols dans les voitures. Mais on ajoute aussitôt que ça ne fonctionne durablement que si cette installation de caméras était accompagnée par d'autres mesures de prévention. Donc de la peinture, l'éclairage, contre les accès, etc., etc. Et souvent d'ailleurs, ça marche quand, une fois qu'on a la certitude qu'il va y avoir quelqu'un qui va, une fois qu'on a été alerté, va intervenir. Donc les gens croient qu'on va mettre des caméras, enfin les maires croient qu'on va mettre des caméras, ça va régler tous les problèmes. Mais ils ne se rendent pas compte que si on veut que ça apporte quelque chose sur le terrain des résultats, il faut vraiment des caméras, mais plus des hommes en plus. Il faut les deux, ça va pas tout seul. Et au fond, mis à part les transports publics et les espaces clos comme les parkings, dans tous les autres cas, dans toutes les enquêtes qui ont été menées très, très scientifiquement, on a croisé, on a comparé les espaces surveillés avec les espaces par des caméras aux espaces non surveillés, on a constaté qu'il n'y a pas d'évolution sensible sur le terrain de la prévention. Et sur le terrain de la répression, de l'élucidation, alors, là encore, les médias ont eu un rôle peut-être néfaste dans ce domaine, mais parce que les affaires qui sont liées par les caméras, là encore récemment, le type qui se baladait dans les rues de Paris et qui a agressé un photographe à Libération, et puis ensuite entré dans l'enceinte de BFM TV, ça fait la une de tous les journaux télévisés, on continue. Pareil, les attentats de Boston, souvenez-vous, au printemps dernier, on voit cette sorte de chasse à l'homme à la casquette blanche, et tout le monde s'y met, on vise des caméras partout. En réalité, quand on regarde les statistiques policières, l'apport de la vidéosurveillance à l'élucidation, c'est, selon les cas, 1, 2, voire maximum 3% des affaires élucidées grâce aux caméras. 3%. Alors, ça n'est pas rien pour les victimes des faits qui ont été... touchées par ces agressions, ou ces agressions, ou ces vols. Ça n'est pas rien, 3%. Mais 3% ramené au coût d'investissement, fonctionnement au quotidien, ça laisse tout de même un peu songeur. Peut-être m'arrêter là pour l'instant, parce que on m'avait dit 19h30, je peux continuer. Oui. Donc, pour dire que sur le terrain, les enjeux des politiques de sécurité aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un gouvernement sur la question de politique sécuritaire? Moi, je ne suis pas de ceux qui disent droite et gauche, c'est la même chose. Concrètement, par exemple, si je prends quelques indices, toute la politique d'équipement de caméras de surveillance en France reposait sur une structure qui s'appelle le FIDP, le Fonds interministériel FIPD, Fonds interministériel de prévention de la délinquance. Eh bien, lorsque M. Sarkozy est arrivé aux affaires en 2007, 30% des crédits disponibles, c'est le fonds interministériel qui finance en gros, pour l'essentiel, toutes les actions de prévention, notamment les associations, pas seulement dans le pays. Quand il est arrivé aux affaires, 30% des crédits disponibles allaient aux caméras.
En 2011, on en était à 60%, voire pour certains cas, 70%. C'est-à-dire que tout l'argent les 2/3 des sommes disponibles pour travailler sur la prévention de la délinquance dans le pays sont allés aux caméras. Ça n'a cessé d'augmenter, 30, puis 40,7, si vous voulez les chiffres, je vous les donne. Là, avec M. Valls, on est revenu à 30%. Quand on demande souvent, mais comment se fait-il qu'il y a tant d'élus de droite comme de gauche qui fait ce choix-là, la première chose, c'est que l'incitation financière était forte. Parce que quand, là encore, mais c'était pas, au fond, le modèle d'équipement, le ressort politique et économique, le ressort politique de cette politique d'équipement massive en France, c'est un modèle emprunté aux Anglais qui ont fait la même chose 10 ans plus tôt. Le Home Office, donc le ministère de l'Intérieur à l'époque, en Angleterre, disait si vous investissez dans les caméras de surveillance, on participe à 50% à l'investissement, à charge pour vous le fonctionnement. Et on a fait exactement la même chose. Bon, c'est la carotte, c'est l'argent. Si vous voulez avoir de l'argent, mettez des caméras. Si vous n'en mettez pas, vous n'aurez pas d'argent. Mais je simplifie, mais c'est vraiment ça que j'ai même entendu sur le terrain, dans la ville où j'avais enquêté il y a 3 ans. Le discours du maire, c'était ça. Si je ne fais rien, je n'aurai pas d'argent. Il y a une enveloppe globale qui a été donnée. Le préfet me téléphone toutes les 48 heures. J'ai des pressions du préfet. Et le préfet lui-même, il avait affaire à ces chiffres. Le préfet, ils ont des résultats. S'il n'y a pas les caméras, s'il n'y avait pas tant de caméras installées dans la région, eh bien le préfet sautait. Bon. Donc, il y a une pression politique très forte. Donc, l'argent allait essentiellement dans ce domaine. Donc ça, je dirais que ça a été vrai, ça a été vrai, attesté depuis jusqu'en 2012. Et j'ai l'intuition, au regard des chiffres et des budgets disponibles, que les choses sont en train de changer. Tout l'argent sur le terrain de la prévention ne va plus à ces opérations de vidéosurveillance. Les chiffres pour 2013 nous le montrent. On est revenu à des taux d'aide financière. En plus, moi, j'ajoute que c'est un marché de dupes. Parce que quand bien même le maire met de l'argent et aidé financièrement, ou les élus sont aidés financièrement pour mettre des caméras, il a la charge des crédits de fonctionnement. Alors c'est à la fois installer des caméras. En gros, pour une caméra qui coûte 10 000 €, il faut remettre 30 à 40% de la mise de départ dans les grilles de fonctionnement. Donc 10 000 €, c'est très bien pour l'investissement au départ, mais chaque année, la mairie doit mettre par caméra, je simplifie un peu, 3 à 4 000 € pour maintenir son système en état et le faire fonctionner 24 heures sur 24. Donc on voit bien que c'est aussi un investissement assez coûteux. La moyenne, d'après la Cour des comptes, c'est 20 000 € par caméra. 20 000 € par caméra. Dans une ville où on a 20, faites le calcul, et faites le calcul ensuite de ce que ça coûte tous les ans. La question reste posée, est-ce que c'était un bon investissement? Et derrière, il y a un lobby, effectivement. Moi, ça m'a frappé, un lobby industriel derrière qui est extrêmement puissant. Et qui s'adresse à des élus qui sont mal armés pour y répondre. Parce que quand vous êtes à Lyon ou à Paris, on a les moyens dans les grandes villes qui ont de l'argent d'avoir une expertise sur ces questions de sécurité. Quand on veut bien faire appel à des gens compétents pour le faire, on a les moyens de penser à autre chose, à des solutions alternatives. Mais quand on n'a pas, on est vers une petite commune de 20 000, ou même moins de 20 000, ou même 50 ou 100 000 habitants, qui n'ont pas les gens qui bossent sur des questions de sécurité, et je crois qu'ils sont vraiment mal armés intellectuellement pour imaginer autre chose. Je prends juste encore deux anecdotes pour terminer. Quand je dis autre chose, c'est quoi, par exemple? Je sais que c'est anecdotique, mais quand j'étais à Strasbourg, avant d'être en poste à Dijon, il y avait une boulangerie un jour que je remarque, parce que quand je rentre dans un lieu, maintenant, je regarde toujours où sont les caméras. Enfin, c'est mon boulot. Je les vois, je les renifle, bon, c'est comme ça. Et je vois un jour une caméra dans mon dos, dans une boulangerie, près de la fac, où j'allais souvent prendre mon sandwich à midi, quand on a pas de temps pour faire autre chose que de manger des sandwichs. Et il n'y avait pas trop de monde, j'ai attendu, il était 13h30, j'ai dit, il y avait moins de monde dans le lieu, j'ai dit, excusez-moi madame, mais pourquoi vous avez mis une caméra? Elle me répond comme ça, outrée, c'était une évidence, mais vous ne vous rendez pas compte. Donc moi, je suis à la boulangère, l'entrée est là, et sur le côté droit, là où vous êtes, il y avait une armoire à boissons. Et son souci, c'était qu'il y a plein de lycéens, pas d'étudiants, mais non, je plaisante, mais il y avait plein de jeunes gens qui allaient serrer dans l'armoire à boissons sans payer la boisson. Ils payaient leur croissant, leur sandwich, mais pas la boisson qu'ils avaient discrètement glissée dans un sac ou dans un manteau. Et alors je dis ok, donc en fait l'armoire à boissons était dans un angle mort pour elle, elle ne la voyait pas. Donc la solution c'était de mettre une caméra là, pour filmer là. Alors j'ai demandé, mais excusez-moi, mais deux choses. Mais vous regardez des images après, vous avez le temps, vous démarrez le matin à 5h du matin, avec votre mari, vous êtes 6h du matin,
Le soir, j'ai mis, enfin, je sais pas, moi, moi, quand j'ai fini de bosser, moi, je suis content d'entrer chez moi, parce que vous repassez les images, parce qu'on a un usage de ces images. Et Marie, mais vous pensez que j'ai que ça à faire? Monsieur, je travaille. C'est bien ce que je pensais. Je dis, mais qu'est-ce que vous en faites de ces images? Et puis, je lui dis aussi, mais vous n'avez pas pensé à déplacer l'armoire dans votre espace de vente? Et là, tout d'un coup, il y a des yeux. Enfin, elle m'a regardé comme si je l'avais insulté. Enfin, comme si je l'avais. Je ne dis pas que vous avez fait une bêtise. Je dis simplement, est-ce que vous n'avez pas pu imaginer que pour régler ce problème de vol dans votre armoire à boissons, il suffisait peut-être aussi d'envisager de déplacer l'armoire dans l'espace de vente? Voilà. Alors, après, ça s'est mal terminé. Je suis parti. Alors ça, c'est typiquement une chose qui m'a frappé dans les terrains que j'ai explorés, c'est la caméra qui est d'emblée pensée comme un dernier recours. Bon, si je veux régler le problème, il faut que je mette une caméra, quoi. Enfin, on n'envisage pas d'autre chose. Et alors, la deuxième anecdote, c'est l'exemple canadien. Au Québec, alors je ne sais pas pour tout le Canada, mais au Québec, quand on met des caméras dans une ville, c'est pas si facile qu'en France. Parce que d'abord, on considère au Québec que, par essence, les caméras sont liberticides, posent un vrai problème au regard des libertés, dans l'espace public en particulier, par rapport à la liberté de circuler librement comme on veut, sans être sans arrêt placé dans le champ de vision d'une caméra. Au fond, la boulangerie, à la limite, moi, ça ne me dérange pas. Elle les mettre chez elle, si je ne veux pas chez mon sandwich le jour suivant, je n'irai plus. Enfin, moi, à la limite, les centres commerciaux qui mettent des caméras partout, on a encore vu un Carrefour 250, enfin, c'est incroyable. Mais à la limite, si ça ne vous plaît pas, vous changez de boutique. Bon. Moi, j'ai cette liberté, je respecte la propriété des uns et des autres. Si vous mettez des caméras, même pour ceux c'est nain le jardin, enfin, chacun est libre chez lui de mettre ce qu'il veut comme caméra, pour sauver ce qu'il veut, c'est bien, sa propriété, etc. Mais dans l'espace public, moi, ça pose un vrai problème. Et au Québec, on considère que mettre des caméras, c'est une atteinte aux libertés. Et la caméra est pensée comme un dernier recours. Et les commissions qui sont chargées d'évaluer l'installation des caméras demandent aux élus qui en font la demande de prouver qu'ils ont expérimenter d'autres solutions pour les problèmes. Et c'est seulement s'ils l'ont prouvé, alors, médiateur, reconfiguration des espaces, changer l'éclairage, réorganisation des services de police, et des acteurs, enfin, des police privée, repenser les choses. Et c'est seulement si ces changements-là, si cette nouvelle organisation du travail des policiers, la reconfiguration de l'espace est repensée, seulement si ces solutions-là ont échoué, que la commission, donc l'équivalent de notre CNIL ou l'équivalent des commissions départementales pour la voie publique en France, accepte qu'on mette des caméras. Et mais elle accepte pour venir les limiter. Elle dit OK. Vous m'avez prouvé qu'on ne pouvait pas faire autrement, que c'est vraiment la solution, vous gérez le dernier recours, hein. Mais 2 ans après, il faut faire l'évaluation. Il faut impacter les choses, parce que c'est quand même de l'argent public dans une pipe. Donc prouvez-moi que vous avez réussi à obtenir des résultats. Et le cas échéant, si ça ne marche pas, c'est que dans une ville, les caméras sont démontées. Or, ça, c'est une politique, moi, c'est celle que je défends, c'est celle que je défendrai encore chaque fois qu'on demandera mon avis là-dessus. Dans l'espace public, j'entends bien, moi, les centres commerciaux, la boulangerie, vous faites ce que vous... Enfin, vous faites ce que vous voulez, moi je ne mets plus les pieds, basta. Enfin, c'est chacun fait un peu ce qu'il veut chez lui, moi je n'ai pas de souci avec ça. Mais dans l'espace public, moi je pense vraiment qu'il faut vraiment arrêter avec ce tout technologique, j'ai parlé d'une sorte d'utopie, de fantasme, de penser que les machines font mieux que les hommes. Ça peut être un outil utile, et la voiture que ça s'articule avec des hommes, et à des fins extrêmement précises, mais prétendre qu'on va régler tout le problème de sécurité en essaimant ou en greffant partout sur l'espace public des caméras, c'est aujourd'hui, non seulement c'est un leurre, mais je peux le prouver. Je veux dire que vous ne trouverez jamais, mais demandez, interpellez vos élus, apportez-moi la preuve que ça donnait des résultats. Donnez-moi des chiffres, donnez-moi des statistiques, donnez-moi des rapports. Eh bien, il n'y a pas un élu en France, pas une commune en France, qui n'est capable de le fournir. Pas une, ni Lyon, ni etc. Ça n'existe pas. Là, on est en 2014. J'ai été invité le mois dernier à participer à une commission au ministère pour évaluer pour mettre en place une méthodologie d'évaluation dans les communes françaises. En Angleterre, ces guides d'évaluation sont prêts depuis 20 ans.
Et qu'en France, on a équipé les villes de caméras sans se préoccuper de savoir si ça marche. À quoi ça sert? Pour quel résultat? Pour voir si, au fond, par rapport à l'investissement de départ, c'est rentable. Donc il y a aussi, sur le terrain de la sécurité, à mon sens, la première chose qui fait défaut chez nous, alors qu'on réclame à l'université, dans mon éducation. On vous calcule le taux de réussite des bahuts, même des classements, dire les plus beaux bahuts de France, les plus beaux hôpitaux, les plus machins. Mais s'il y a une boîte, s'il y a un champ d'activité des politiques publiques qui ne font jamais l'objet d'une évaluation, c'est la sécurité. Et c'est un vrai drame, à mon avis. C'est un vrai problème politique, c'est cette absence de culture de l'évaluation des politiques publiques. Et quand des élus, quand des élus disent oui, on a arrêté machin, je dis ok, mais ramenez ça, là je reviens à la statistique, mais ramenez ça à l'ensemble des faits constatés, etc., c'est pour l'instant peanuts. Donc il faut, à mon avis, si on voulait commencer à mettre un peu de raison, introduire de la raison, et je conclue par ça, introduire de la raison dans les affaires de sécurité, il faudrait vraiment qu'on ait une culture de l'évaluation. Il faut une culture, il faut mettre en place cette culture de l'évaluation pour s'assurer du bon usage des fonds publics, de l'argent public, enfin l'argent le nôtre, quoi, de nos impôts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour moi, il faudrait commencer par là et garder à l'esprit aussi, je reviens à mon exemple québécois, de considérer que sur la voie publique, dans l'espace public que nous partageons tous ensemble, les caméras devraient être toujours le dernier recours et pas le premier réflexe. Au fond, on met des caméras comme d'autres prennent des médocs, ils ont juste un problème de... Voilà, j'ai mal à la tête, enfin, je prends un médoc. Au fond, les caméras sont perçues par nos élus comme le médicament qui va soigner tous les maux. C'est un non-sens sur le plan sociologique. Ça n'est pas prouvé, et je le répéterai, je peux vous donner les chiffres des enquêtes anglo-saxonnes, 200 enquêtes dans le monde anglo-saxon sur cette question. Parce que dans le monde anglo-saxon, on considère qu'il faut prouver que ça marche, et on aide à l'investissement si la collectivité s'engage à faire travail d'évaluation. Chez nous, on prend le pognon, les élus prennent l'argent, et ils n'ont rien à prouver, rien à démontrer. Et de fait, en France, vous n'avez aucune étude d'évaluative sur ces questions de caméra de surveillance et l'apport qu'elles auraient pu avoir sur le terrain de la sécurité. Aucune. Je mets au défi quiconque, mais je ne mets pas vous au défi, mais je rappelle ça à tout le monde, il n'existe pas d'enquête publique publiée. Des documents, parce que quand on est universitaire, nous, quand on publie les résultats, on peut en discuter, on peut nous critiquer. Moi, tout ce que j'ai écrit, c'est libre. Enfin, les bouquins, bon, ça c'est payant, mais ça c'est mon demandé. Mais mes publications, mes travaux sur l'évaluation, ils sont sur le web. Et si on n'est pas d'accord avec moi, on peut en discuter. Si on conteste ma méthodologie, on en discute. Et d'autres, c'est pareil. Nous, quand on est universitaire, on publie nos travaux. D'ailleurs, on est payé pour ça. Du coup, c'est vous qui payez mon salaire. Donc c'est quand même une des choses que je publie mes travaux. Et que d'ailleurs, je participe à des réunions publiques. Parce que sinon, je ne vois pas pourquoi on est payé, si ce n'est pas pour partager ce qu'on fait, ce qu'on travaille. Mais sous ces questions-là, rien n'a été fait en France. Rien. Rien. C'est une boîte noire. Et là, je pense qu'il y a encore aussi du travail, et j'escompte, enfin, j'attends que, de ce point de vue-là, la gauche au pouvoir change un peu la donne. Merci.